À quel moment c'est qu'on est prêt pour être maman? Certains le font, arrivent dedans et puis découvrent. Et d'autres... C'est quoi le plus gros challenge des parents lorsqu'il s'agit de l'éducation scolaire des enfants? C'est la compréhension de l'enfant. Comment ça? Comprendre son enfant, c'est être sur la même longueur d'onde que lui. Quelle est selon toi l'une des causes premières de l'échec scolaire chez les enfants? Statistiques, c'est vraiment des données scientifiques. Oui. C'est Pour un parent qui doit aller chercher sa vie pour s'occuper de l'enfant, pour prendre soin de lui, qui n'est pas disponible, qui n'a pas vraiment ce temps-là consacré à son enfant, tu lui dis quoi? Les parents n'aiment pas beaucoup quand je le dis, mais je dis ce n'est pas négociable, c'est non négociable. C'est soit on revoit ses priorités et on fait de son mieux, soit on fait autre chose et après il y a des conséquences. Parce que la nature a horreur du vide. Le profil de la maman parfaite ou de la maman idéale serait lequel selon toi? L'humilité, d'accepter qu'elle ne sait pas tout. Qu'est-ce que tu penses en tant que professionnel de l'école à la maison? Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris, nouveau décor, nouvel épisode, mais surtout, nouvel invité. Et au cours de cet épisode qui va durer 40 minutes top chrono, donc reste bien attentif, eh bien, on va aborder une thématique que jusqu'ici, je n'ai pas eu l'opportunité d'aborder. Mais tu le sais très bien, sur ce podcast, on s'est donné pour mission de faire venir des experts dans leur secteur d'activité afin qu'ils puissent nous illuminer avec leur lanterne. Aujourd'hui, la dame qu'on accueille, c'est une coach. Pas n'importe quel coach. Elle est à la fois coach familial et coach scolaire. Cela étant dit, ça sera comme d'habitude. On va tirer à balles réelles, sans complaisance, mais surtout sans condescendance. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre auteur 5 étoiles. Bonjour Jocelyne. Bonjour Valère. Comment tu vas? Très bien, merci. Super. Alors, les commodités voudraient qu'on te laisse le soin de te présenter. Qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Je suis maman. Avant tout, donc Mathieu Jocelyne qui est mon nom. Je suis mère de 2 magnifiques enfants qui sont épanouis et je suis très fière de les voir épanouis continuellement. Et au-delà de cela, je suis épouse et il y a un moment déjà, je suis coach. Je me définis surtout comme celle qui prend le relais auprès des mamans et qui apporte finalement l'épanouissement scolaire des enfants. Donc j'assure tout ce qui est personnel, tout ce qui est scolaire et même tout ce qui est environnemental de l'enfant pour qu'il soit véritablement au mieux de sa forme pour réussir sa scolarité. Mais est-ce que c'est pas sexiste tout ça? Pas du tout parce que... est-ce que c'est sexiste? Non, je ne dirais pas parce que j'ai décidé, en tout cas c'est un choix personnel parce que étant moi-même maman, c'est quelque chose que j'ai traversé en tant que maman, c'est quelque chose qui m'a forgée parce que je considère que maman, le fait d'être maman, ce n'est pas seulement quand on donne la vie, c'est aussi quand on prend cette responsabilité-là, d'avoir cette humilité, de se remettre en question pour donner la meilleure éducation à son enfant. Donc c'est un public que j'ai choisi, j'appelle ça un public parce que c'est vraiment, j'ai choisi d'accompagner les mamans parce que je suis maman, parce que je traverse les mêmes challenges que les mamans, j'ai traversé et je traverse encore les mêmes challenges que les mamans que j'accompagne aujourd'hui. Et je maîtrise vraiment ce domaine. Donc, tout simplement. Ok. Et moi, j'aimerais bien savoir l'histoire qui se cache derrière tout ça. Alors, pourquoi j'ai décidé de devenir coach et d'accompagner les mamans, c'est cela? C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dans ma scolarité en tant que jeune fille, il y a eu énormément de difficultés dans mes apprentissages. Donc, j'étais une très bonne élève, très impliquée, très dynamique, j'aimais l'école, j'ai toujours aimé l'école. Seulement, j'avais l'impression que c'était une relation à sens unique, c'est-à-dire que je me donnais à fond, mais je n'obtenais que des résultats plus ou moins médiocres. Enfin, moi, c'est par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, les résultats restaient encore très médiocres. Parce que je ne
il y avait certains aspects de ma scolarité que je ne comprenais pas. On nous demandait d'apprendre. Mais comment est-ce qu'on apprend? Il fallait se débrouiller, il fallait faire de son mieux pour aller apprendre ces leçons, pour aller les comprendre. Parce que au-delà du fait qu'on doit travailler les maths, le français ou l'anglais, il faut aussi savoir comment les apprendre en fonction de qui on est en tant que jeune. Ces réponses, je ne les avais pas. Donc j'ai eu plusieurs années scolaires assez difficiles. Et quand finalement, avec le temps, j'ai quand même compris que devenir prof, c'était aussi quelque chose que je voulais faire. Et je suis devenue prof. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que lorsque je suis devenue prof, je suis arrivée dans les classes, j'ai commencé à enseigner. Et d'ailleurs, je suis prof d'allemand. Oui, depuis 15 ans déjà environ. Oui. Et à côté de cela, je me rendais compte que enseigner l'allemand comme matière ne suffisait pas à apporter ce que les élèves allaient. Parce que je me rendais compte que le problème, il y a plusieurs problèmes qui revenaient. Et les parents avec qui je discutais évoquaient, c'est la motivation. C'est la concentration. C'est, oui, madame, vous donnez des devoirs, mais comment est-ce qu'ils apprennent? Et tout cela m'a renvoyé complètement à ce que j'ai vécu aussi en tant que jeune fille. Et aujourd'hui, quand je vois les mamans vivre, ce qu'il faut savoir aussi, en plus de cela, pour mes deux jeunes enfants ont commencé leur scolarité sans la parole. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas. Ils n'avaient pas la parole. Ils avaient un retard de langage. Ok, d'accord. Donc, ayant un retard de langage, il a fallu que je me lance corps et âme pour aider mes enfants. Donc, la douleur que j'ai ressentie au-delà du fait que j'étais professionnelle et que j'aidais déjà les enfants et les mamans, je l'ai ressentie aussi en tant que maman. Et donc, aujourd'hui, je pense avoir tout le bagage nécessaire, autant professionnel que personnel, pour parler aux mamans. Parce que je comprends cette douleur personnelle, parce que je l'ai vécue, je l'ai ressentie. J'ai vu mes enfants en détresse, je me suis sentie en détresse aussi à un moment donné. Mais heureusement que toutes les connaissances que j'ai pu avoir, toutes les formations que j'ai pu avoir me permettent aujourd'hui, m'ont permis de sortir de là, d'aider mes enfants et me permet aussi d'aider les parents qui viennent vers moi, parce que au-delà de ça, évidemment, il y a eu la formation. Je pense qu'on va probablement revenir dessus tout à l'heure, qui m'a permis d'avoir vraiment des outils professionnels pour aider réellement ces parents-là à sortir de non seulement des lacunes qui concernent les matières, mais à sortir de cette détresse qui est due à le manque de motivation de l'enfant. Si tu permets que je te coupe, c'est quoi le plus gros challenge des parents lorsqu'il s'agit de l'éducation scolaire des enfants? Lorsqu'il s'agit de l'éducation scolaire des enfants, et ce n'est pas que scolaire, c'est vraiment de manière universelle en ce qui concerne l'éducation des enfants, des jeunes, c'est la compréhension de l'enfant. Comment ça? Comprendre son enfant, c'est être sur la même longueur d'onde que lui. Et pour être sur la même longueur d'onde que son enfant, c'est pour être en résonance avec l'enfant, il faut comprendre le langage de l'enfant et il faut arriver à finalement se mettre à la place de son enfant, se rappeler qu'on a été enfant. Et très souvent, en tant qu'adulte, on est très souvent embourbé dans notre quotidien. Parce qu'on est occupé, parce qu'on a des challenges, parce qu'on a des projets, parce qu'on est tout simplement occupé à faire autre chose qu'on ne se rend pas compte que l'enfant grandit, qu'il a des besoins. Et parfois, alors, je ne pense pas que c'est de la négligence, c'est juste qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'enfant a grandi, mais on n'a pas compris le processus. Et je pense que tous les parents gagnerait à comprendre le processus. Quand l'enfant est plus jeune, il a des besoins basiques. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la pyramide de Maslow. Maslow, oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est très utilisé pour comprendre les besoins de l'enfant. Donc, quand il est très jeune, quand il est bébé, on sait qu'il a des besoins fondamentaux, manger, dormir. Quand l'enfant progresse, il a d'autres besoins. C'est-à-dire que le besoin passe du simple besoin basique au besoin psychologique.
besoin émotionnel. Et ça se manifeste comment ça? Alors, l'enfant va demander l'attention du parent. L'enfant va demander l'attention du parent au quotidien. Parce que, par exemple, un enfant qui aime beaucoup discuter, et généralement, lorsqu'on parle de talent, c'est-à-dire que l'enfant commence à manifester certaines aptitudes. Donc, ça veut dire que si l'enfant manifeste certaines aptitudes, ça veut dire qu'à côté de cela, il a un besoin de grandir, de développer ces aptitudes-là. Il a besoin d'outils. Et qui est le mieux placé, c'est-à-dire qui est la figure première vers qui l'enfant va se tourner? C'est le parent. Bien sûr. Voilà. Si il se tourne vers le parent et que le parent est occupé, s'il est occupé ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Soit il va aller chercher ça, il va aller chercher une figure, en tout cas il va essayer d'aller chercher une figure ailleurs parfois il retrouvera cette figure-là. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on arrive à un enfant qui peut tomber sur une mauvaise fréquentation. Donc là, on se retrouve à des mauvaises fréquentations, on se retrouve à un enfant qui va se retrouver vraiment en danger, plus ou moins, parce qu'on ne sait pas vers qui il se tourne. Alors, soit il va se renfermer, d'accord. Soit il va baisser les bras parce qu'il est désemparé. La figure vers laquelle il devait se tourner, qui devait lui apporter plus ou moins des réponses dont il avait besoin, n'est pas disponible. Mais justement, parce que je comprends, il y a cette volonté-là, mais pour un parent qui doit aller chercher sa vie pour s'occuper de l'enfant, pour prendre soin de lui, qui n'est pas disponible, qui n'a pas vraiment ce temps-là consacré à son enfant, tu lui dis quoi? Je lui dis de revoir ses priorités. Parce que je dis toujours que l'éducation, c'est une responsabilité. Autant on a la responsabilité de nourrir notre enfant, de lui apporter les réponses dans son besoin basique. On doit lui apporter, en tout cas, des réponses sur le plan psychologique dans tous les niveaux de son évolution. Les parents n'aiment pas beaucoup quand je le dis, mais je dis ce n'est pas négociable, c'est non négociable. C'est soit on revoit ses priorités et on fait de son mieux, soit on fait autre chose et après il y a des conséquences parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide et donc comme l'enfant ne va pas trouver ce qu'il recherche vers le parent, il va aller le chercher ailleurs et s'il ne trouve pas, il va arrêter. D'où très souvent les jeunes, les enfants qui ont des blessures parce qu'ils vont se sentir parfois rejetés. Oui, bien sûr. Donc, le rejet, c'est le sentiment le plus présent chez les enfants, surtout quand il arrive à l'adolescence et même vers l'adolescence, parce qu'ils cherchent des réponses. Et la première personne vers qui ils vont se tourner pour chercher des réponses, ce sont les parents. S'ils ne sont pas disponibles, ils vont aller chercher ailleurs. Oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer un parent et au cours de l'échange, tu te rends compte que ce parent n'était pas prêt à être parent? Alors, en ce qui concerne les mamans, très souvent, très peu de mamans sont prêtes à devenir maman. Sans blague. La plupart. Comment ça? C'est-à-dire que on devient maman parce qu'on veut porter la vie, parce qu'on veut avoir un enfant, parce que c'est bien. Parce que culturellement, c'est bien aussi. Parce que porter la vie, c'est socialement... Il y en a... Bon, après, c'est vraiment par catégorie. Tout le monde n'a pas les mêmes raisons de devenir mère. Donc, ça part déjà de là. Les raisons pour lesquelles elles deviennent mères ne sont pas toujours... c'est-à-dire, c'est un peu comme quand on va en mariage... sans savoir... Est-ce que tu es en train de vouloir me dire qu'il y a beaucoup qui deviennent mères sans pour autant être prête à être mère, c'est ça? Elles ne sont pas toujours conscientes des enjeux qu'il y a derrière. Ok. À quel moment on sait qu'on est prêt pour être maman? Est-ce qu'il y a des signes? On n'est jamais prêt pour être maman. Là, tu dis une chose et son contraire ou c'est Non, moi qui je ne dis pas mal? une chose et son contraire. On prend la décision. Même si parfois c'est l'inconnu. On ne sait pas en fait. Même une maman, alors je me rappelle de ma première grossesse, si je savais que ça faisait mal autant. Donc on ne sait pas, c'est l'inconnu. Donc certains
le font, arrivent dedans et puis découvrent. Et d'autres font le choix de se lancer dans l'inconnu parce que voilà, certains le font, elles se retrouvent là par des circonstances. C'est-à-dire que il y a des circonstances qui font que une maman qui est devenue mère par accident ou par complaisance, ou parce qu'elle est dans un mariage, ou parce que socialement elle doit remplir les conditions de maman, cette maman-là ne sait pas ce qui va se passer après, parce qu'après, il y a la responsabilité d'accompagner cet enfant-là jusqu'au bout. Maintenant, il y a des mamans qui ont fait le choix de devenir maman, même si elles ne savaient pas tout ce qu'il y avait au bout. Ces mamans-là, elles vont faire le choix d'avoir leurs enfants et savoir que même si tout ce qui va se passer après n'est pas suffisamment clair, mais elles savent que sur le chemin, elles vont devoir ajuster, avoir l'humilité de chercher la connaissance pour comprendre, pour savoir ce qui va les mener finalement à être cette maman responsable qui est là, qui est présente pour combler le besoin de l'enfant au moment opportun finalement dans son évolution. Pour toi, est-ce qu'il existe une maman parfaite? La maman parfaite, le profil de la maman parfaite ou de la maman idéale serait lequel selon toi? Je dirais qu'il n'y a pas de maman parfaite. Oui, bon. Alors, une maman idéale. La maman idéale devrait ressembler à quoi? La maman idéale, selon la vision que j'ai, en tout cas, pour l'éducation des enfants, c'est cette maman, comme je parle toujours d'humilité, je reviens toujours dessus, c'est cette maman qui a l'humilité d'accepter qu'elle ne sait pas tout et qu'elle doit apprendre. L'apprentissage, c'est un processus continu et on apprend à être parent et à être mère. Et comment on apprend ça? On apprend en se documentant, en cherchant. Ah oui, on lit. Je me rappelle quand je suis tombée enceinte, j'ai acheté des livres. Donc je ne connaissais rien. J'ai acheté des livres, j'ai lu pour savoir ce que c'est que la grossesse, quelles sont les périodes, c'est la connaissance. Et aujourd'hui, on n'a aucune excuse, même en tant que maman, d'aller chercher la connaissance. Elle est présente et on doit avoir vraiment cette opportunité ou cette humilité d'aller chercher la connaissance. D'accord. Voilà. Donc même lorsqu'on est parent, tu l'auras compris, il faut aller chercher des outils, des techniques et tout pour pouvoir mieux prendre soin de son enfant. Parce que je dis sans l'embarras de me tromper, je vais dire quelque chose, je ne pense pas me tromper en le disant, c'est que tout ce qu'on fait au fond quelque part, c'est pour que nos enfants puissent en bénéficier. Tout à fait. Et justement, est-ce que tu estimes être la maman parfaite pour tes enfants? Je pense que je ne suis pas parfaite, mais je suis parfaite pour mes enfants. Pour tes enfants. Et comment est-ce que toi, tu vas faire pour aider une autre femme, puisque les enfants sont différents? Comment tu vas faire pour aider d'autres femmes à être, entre guillemets, parfaites pour leurs enfants? Tu leur dis quoi concrètement quand tu les rencontres, les parents? Alors, très souvent, je n'ai pas besoin de leur dire parce que, en réalité, les mamans, elles savent ce qu'elles doivent faire. Ah oui. Maintenant, ce qui bloque très souvent, c'est les croyances que nous avons. Et c'est quoi la plus récurrente très souvent? Les croyances, c'est que moi, voilà comment j'ai grandi. J'y ai survécu. Mon enfant peut aussi survivre. Il ne va pas mourir, comme on dit souvent. Très souvent. Et c'est parfois très conscient et parfois c'est des schémas qu'on reproduit au quotidien qui se passent vraiment dans les habitudes et qui reviennent très souvent. Donc, oui, c'est vraiment cette croyance-là que l'enfant va pouvoir survivre parce que nous, on a survécu. Seulement, nous avons survécu, mais on y a survécu en payant un prix fort. Très souvent, on sort de notre éducation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvaises choses dans notre éducation. Je mets vraiment ça entre guillemets. Je dis que nos parents ont fait avec les outils qu'ils avaient. La connaissance n'était pas toujours accessible comme aujourd'hui. Donc, les parents ont fait avec les outils qu'ils avaient. On est arrivé. Aujourd'hui, on arrive plus ou moins à s'épanouir. Seulement, ce serait dommage de reproduire les mêmes schémas alors que on a des outils qui sont là, qui sont présents. On a des personnes
des personnes même qui peuvent nous aider, nous accompagner à faire différemment, sinon mieux. Et celle avec laquelle tu es à l'aise celle que tu es à l'aise, sur laquelle tu es à l'aise, la plus à l'aise de t'exprimer, ça serait laquelle? C'est le rejet. Le rejet. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oh. Alors, le rejet vient surtout de ma capacité, finalement, avec le temps, à me taire. C'est-à-dire que j'étais une enfant qui bavardait beaucoup. Tais-toi. C'est bon. Quand les grands parlent, toi... Et donc, à force, finalement, tu apprends à te taire. Tu apprends à ne pas parler. Seulement, lorsque tu apprends à te taire, après, la prise de parole en public devient difficile. Tout à fait. Pour quelqu'un qui veut être prof, c'est très, très compliqué. Je me souviens à mes débuts avec mes élèves, c'était très, très difficile. Donc, c'est quelque chose qui m'a suivi très, très longtemps. Il a fallu vraiment travailler sur moi, découvrir même que j'avais des blessures, parce que ça, on ne le sait pas. Ah oui. Oui, parce qu'on grandit avec l'éducation qu'on a. Ça devient comme une partie de nous. Tout à fait. On se dit, mais je ne sais pas, je ne sais pas parler en public, j'ai peur. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais c'est une erreur. Personne ne naît en ayant cette peur-là en lui. On n'est pas né pour avoir peur, pour être dans pour être dans la sécurité. Parce que fuir, c'est comme si on fuyait la vie. La vie, elle est faite d'insécurité, elle est faite de péripéties. Il faut la vivre, en fait. C'est ça qui fait la vie. Le problème avec le rejet, c'est que, lorsqu'on le ressent, parce que finalement, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui se développe en nous, puisque les autres ne le voient pas. Les autres ne savent même pas qu'on a fini par accepter le fait que, on doit se taire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qu'on vit seul et qu'on subit. Finalement, ça devient une autre partie de nous. Et quand on décide de sortir de là, il faut véritablement retravailler sur soi, déconstruire tout ce qu'on a construit pour reconstruire une nouvelle identité et être finalement la personne qu'on veut être, Justement, qu'on mérite d'être. Ça rejoint un auteur que j'ai eu au Burkina Faso qui s'appelle Daniel Gouem, qui a écrit un livre qui s'intitule Super parents, super enfants. Et il disait, le parent ne doit pas empêcher à l'enfant de s'exprimer, mais il doit lui apprendre à s'exprimer. Tout à fait. Et le fait justement de dire, tais-toi. En fait, on ne t'apprend pas quand il faut te taire, quand il faut t'exprimer. Et ça peut avoir des effets très dévastateurs. Mais maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment est-ce que tu fais pour dépasser ça? Comment je fais pour dépasser ça? J'affronte mes peurs. Comment? Au quotidien, je fais ce dont j'ai eu peur. Je prends la parole. Juste ça. Je prends la parole en public. Au début, donc déjà, devenir prof a été un challenge pour moi. Parce qu'il fallait prendre la parole, même si c'était devant les élèves. C'était difficile. Je l'ai fait. J'ai dit, je le fais. Donc, première étape. Deuxième étape, quand j'ai décidé de devenir coach, vous voyez que jusqu'où. Donc, même étant adulte, c'est resté. Quand j'ai décidé de devenir coach et d'aider les autres mamans, j'ai su qu'il fallait absolument que je travaille ça. C'était la première chose que je devais travailler. Donc, je me suis fait... J'ai été accompagnée. J'ai été coachée. D'accord. Ça m'a permis déjà de découvrir, de déconstruire ce sentiment de rejet qui était là. Il fallait déjà travailler dessus. Une fois qu'on a déconstruit cela, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on se demande qu'est-ce que je fais finalement pour avancer. La première chose, c'était de commencer à parler sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert mon compte Facebook. Ah oui, c'est quoi le nom déjà? Alors, c'est mon nom, Thématio Jocelyne, tout à fait. Donc, si on tape mon nom, on va me retrouver sur Facebook. Dans l'équipe, on la rejoint sur Facebook, on s'abonne. Sur TikTok, voilà. J'ai décidé de parler, en fait. D'ouvrir le micro et de parler. Ça a été une grande thérapie pour moi, de parler, d'aider les mamans. Et quand je me suis rendu compte que ce que je proposais impactait, ça m'a encore donné davantage de force. D'accord.
D'accord. Même la discussion que j'ai avec toi aujourd'hui n'aurait pas été possible à un moment donné. Tout à fait, tout à fait. Donc, même ma posture devant mes élèves a changé parce que je me connais, parce que, vous savez, quand on n'arrive pas à s'exprimer véritablement, c'est aussi parce que en face de nous, on a des personnes qui vont nous rappeler inconsciemment, parce qu'eux, ils font leur vie. Mais nous, on va se rappeler, on va se sentir en posture d'infériorité. Et c'est ça qui fait que la frustration demeure. Donc, tant qu'on n'affronte pas cette peur, tant qu'on ne va pas affronter cette peur-là qui nous empêche de nous déployer, on va rester vraiment down, on va toujours rester là. Donc, vraiment, la peur de parler en public était quelque chose de... Et donc, je me suis dit, je parle en public. D'accord, ok. J'ai commencé à parler et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais après avoir déconstruit le schéma dans ta tête. Ouais. Toi, tu as aujourd'hui l'opportunité de connaître les deux cultures, la culture africaine et la culture européenne. Et en termes d'éducation parentale, je vais dire ça comme ça, et je me rends compte qu'il y a certains points sur lesquels on ne va pas toujours ensemble. Par exemple, dans la culture occidentale, ils ont la phrase assez facile de « je t'aime mon enfant », machin truc. Chez nous, en Afrique, on est beaucoup plus pudique. Bonne ou mauvaise attitude pour un parent? Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Alors, le je t'aime, je dirais que c'est un fait de société. C'est, je dirais culturel entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que, je sais très bien que même si ma maman me disait ou me dit encore je t'aime rarement, je le vois, je le vis, je le ressens. Notre papa, même s'il ne nous a jamais dit je t'aime, on le voit, on le ressent, on le vit. Donc, qu'est-ce qu'on entend par je t'aime? On revient au langage d'amour. Donc, le je t'aime peut s'exprimer de différentes façons. Donc, ça peut être dans les actes, dans les comportements, dans la manière de considérer l'enfant. Voilà. Donc, pour moi... Pas nécessairement besoin on n'a pas besoin d'ouvrir forcément la bouche pour dire à l'enfant. Tant qu'on le montre à l'enfant, tant que l'enfant comprend notre langage, c'est-à-dire que si on passe du temps avec l'enfant, il va comprendre. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de quoi? De considération. Il a besoin de savoir qu'il existe aux yeux de son père ou de sa mère. Donc, si on lui dit « je t'aime » et on n'est jamais là, on lui dit « je t'aime » et on ne prend jamais le temps pour lui, on ne prend jamais... Je dis souvent qu'il faut prendre des rendez-vous avec ses enfants. On ne prend jamais de rendez-vous avec lui, même si on est tellement occupé. Ça va rester des mots. On est d'accord, ça va rester des mots. Ça va rester des mots. En effet. Surtout que récemment, j'ai écouté un aîné et il disait un parent sait qu'il a réussi l'éducation de ses enfants quand ses enfants deviennent grands, ils reviennent le voir. Tout à fait. Parce qu'au fond, rien ne les oblige à revenir voir leurs parents. Tout à fait. Quand ils reviennent, ça veut dire qu'ils savent que quelque part, mon père, ma mère a été pour beaucoup dans ce que je suis et je leur dois beaucoup. Tout à fait. Ouais. Et pour revenir au niveau de l'échec scolaire, quelle est selon toi l'une des causes premières de l'échec scolaire chez les enfants? L'une des causes premières, après les statistiques, c'est vraiment des données scientifiques, c'est le manque de motivation. Qu'est-ce qu'on met dans le manque de motivation? Alors, le manque de motivation peut être vraiment... C'est vrai que dedans, il y a beaucoup de choses. Alors, derrière le manque de motivation de l'enfant peut se cacher, par exemple, un enfant qui ne sait pas, ne comprend pas comment il doit apprendre. Ça peut être la mauvaise méthode ou le manque de méthode pour apprendre. Derrière la motivation peut se cacher un enfant qui a des difficultés et des problèmes cognitifs pour apprendre. Il n'est pas conscient de ça, le parent n'est pas conscient. Donc, ça devient un objet où on va finalement partir de là pour coller une étiquette à l'enfant. C'est-à-dire que un enfant qui ne comprend pas, toi, on t'a expliqué 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais tu ne comprends pas. Ça veut dire que derrière, probablement, il y a un problème. Mais au lieu d'aller chercher la cause du problème, on va le pointer du doigt à l'enfant. Donc, à force de pointer le doigt à l'enfant, il va finalement considérer cela comme un fait.
Ça me permet finalement de rebondir sur un concept psychologique qui est le concept de Pygmalion. Pygmalion, c'est un concept qui explique que lorsqu'on a une idée, que ce soit une croyance limitante concernant un enfant, ça finit par arriver. C'est-à-dire que lorsque l'environnement de l'enfant a une certaine croyance vis-à-vis de cet enfant, ça peut être l'environnement scolaire, ça peut être l'environnement familial, ça peut être même des copains de l'enfant, c'est-à-dire des personnes qui ont un lien assez fort avec cet enfant-là. Cet enfant finit par, c'est-à-dire qu'il finit par attirer, il finit par lui-même croire qu'il est comme ça. Et c'est un cercle vicieux pour cet enfant-là. À force de l'entendre, à force de le vivre et de l'entendre au quotidien, il va finir par croire que c'est vrai et il va finir par l'incarner. Et s'il n'a pas de solution, c'est-à-dire s'il n'a pas de clé, s'il n'a pas de porte de sortie, la motivation va s'en aller. Alors la motivation peut aussi peut baisser ou disparaître quand un enfant ça arrive très souvent en période d'adolescence, quand l'enfant cherche ses repères. Oui, et quand il se tourne vers le parent, il n'a pas forcément la réponse. Quand il se tourne vers le professeur, il n'a pas forcément la réponse. Ça peut être quelque chose de difficile parce que qu'est-ce qu'on demande à l'enfant d'être à l'école? D'être productif en réalité. Oui. On demande la productivité, les bonnes notes, être discipliné, comprendre la consigne, restituer le travail, faire les devoirs, c'est de la productivité. Et un enfant qui a un besoin émotionnel va se retrouver forcément noyé dans cela. Et si on ne l'aide pas à comprendre qui il est, son identité, comprendre la partie émotionnelle de sa vie, combler ce besoin émotionnel, ce besoin psychologique qu'il a à ce moment, oui, la motivation peut baisser. Et il peut baisser les bras et il peut entrer dans un échec scolaire cuisant. Et est-ce qu'il existe des enfants cons? Aucun enfant n'est con. Il y a juste des enfants quoi? Il y a des intelligences. Il y a des enfants qui ont il y a des formes d'intelligence. Et comment on fait pour identifier la forme d'intelligence d'autres enfants? Il y a des tests qu'on fait. Comme quoi? Il y a des tests des intelligences multiples. Le concept d'intelligence multiple de Gary... j'ai oublié son nom. Bon, peu importe. Mais bon, peu importe. Le test des intelligences, le concept des intelligences multiples explique que il n'y a aucun enfant bête ou con. Il n'y a pas une intelligence, il y a des intelligences. Plutôt que de se demander est-ce que l'enfant est intelligent, on doit se demander comment l'enfant est intelligent. Quelle est sa forme d'intelligence? Tout à fait. D'accord. Donc, il y a certains scientifiques qui parlent de talent plutôt que de parler d'intelligence parce que, voilà, peu importe la manière à laquelle on la désigne, ça reste des capacités, des compétences que l'enfant a. Parce que c'est sur ça aussi qu'on l'évalue. Par exemple, un enfant qui va plus on va parler d'intelligence visuelle ici, un enfant qui est plus visuel va être en même de très vite comprendre sa leçon qui est écrite. Un enfant qui est auditif va très vite comprendre la leçon parce que voilà, on lui explique, il va intégrer parce que voilà, on a expliqué. Un enfant qui est kinesthésique parce que c'est un profil assez particulier et c'est les profils qui ont le plus de difficultés parce que c'est des enfants manuels. Alors, c'est des enfants non seulement manuels mais aussi qui ont besoin de sens dans leur apprentissage. C'est des enfants qui vont tout le temps demander pourquoi. Ah, d'accord. C'est des enfants, entre guillemets, agaçants. Parce qu'ils veulent du sens. Oui. Parfois, à l'école, on n'a pas toutes les pièces du puzzle. C'est-à-dire que le prof va dire, apprends d'abord et après. Tu vas essayer de comprendre au fur et à mesure de l'apprentissage, puisque l'apprentissage est évolutif. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les clés tout de suite. Mais un enfant kinesthésique a besoin de toutes les clés tout de suite pour comprendre. Et très souvent, ces enfants-là, c'est des enfants qui sont catalogués, qui ont énormément de difficultés. Et lorsque j'accompagne, on va dire 50% des enfants que j'accompagne la plupart du temps, c'est des enfants qui ont cette intelligence-là, parce que c'est une intelligence. Parce qu'un enfant qui est kinesthésique, qui comprend
comment fonctionnent les choses, va aller à un moment donné très vite, plus vite que les autres, Oui. parce qu'il aura compris le fonctionnement. Ouais, tout à Quand fait. il comprend son fonctionnement, c'est terminé. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses en tant que professionnel de l'école à la maison? L'école à la maison, ça dépend de qui le procure. Alors, l'école à la maison a plusieurs formes. Il y a l'école en ligne, avec le CNED, l'école avec le parent. Alors, si le parent allait chercher la connaissance, alors qu'est-ce qu'on entend par école à la maison déjà? Déjà, l'école à la maison, c'est avoir les connaissances à la maison. C'est-à-dire que recevoir les connaissances à la maison. Ça peut être un professeur qui vient donner à la maison ou peu importe. Ouais. Voilà. Donc, la personne, maintenant, ça dépend de la personne qui donne cette école à la maison. Si la personne a été formée, qu'elle a allé chercher la connaissance, qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle est entourée, pourquoi pas? D'accord. Et, ok. Mais sinon, toi, entre l'école à la maison et l'école conventionnelle dans une salle de classe, tu recommanderais quoi? Je dirais que ça dépend des familles, ça dépend du projet familial, ça dépend de la disposition du parent. Parce que si on décide de faire l'école à la maison pour son enfant, ça part de quelque part. Donc, je ne peux pas déterminer pour le parent ce qui est bon pour lui. C'est que moi, j'aime les choses pour moi, je n'aime pas la politique. Moi, je suis parent, je viens te voir. Je te dis, je ne sais pas, je suis en train d'hésiter, je veux ton avis. Oui. Jocelyne. Il y a des professeurs pour ça. Bon, ça veut dire que tu n'as pas qualité à pouvoir aiguiller le parent par rapport à ça? Je veux dire qu'il y a des professeurs à l'école pour ça, si ton enfant n'a pas de problème particulier. Non, je dis, moi, c'est moi. Je viens te voir, je te dis, moi, je ne fais pas confiance à l'école conventionnelle parce que les influences des camarades et tout. Et moi, j'aimerais que mon enfant fasse l'école à la maison. Mais je veux un conseil avisé. Tu me dirais quoi? Je te dirais d'aller te former d'abord. Pour comprendre comment ça fonctionne, l'école à la maison. Okay. On ne s'improvise pas professeur. Non, pas forcément que ce soit moi qui vais donner, qui va donner mes cours. Ça veut dire que faire venir des professeurs à la maison, pourquoi pas? Ok, aussi simplement comme ça. Il n'y a pas de aussi simplement comme ça. C'est un projet familial. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de construire. C'est un projet. C'est-à-dire que tu veux que ton enfant ait l'école à la maison. Déjà, tu t'arranges à être au clair avec l'État, puisqu'on est dans un État où les choses sont réglementées. Voilà. Donc, tu t'assures que ce que tu vas faire c'est pas une mauvaise chose, c'est pas illégal, mais il faut t'assurer que ton enfant entre dans les critères, dans les conditions, ou que l'école, ce que tu vas lui proposer à la maison, entre dans les critères, dans les conditions de l'état dans lequel tu vis. Voilà. Donc, on ne le fait pas de manière hasardeuse. Donc, déjà, conventionnellement, il faut être en règle. Et ensuite, il faut avoir les notions, les connaissances, ou alors prendre des personnes qui ont cette connaissance-là pour apporter la connaissance à l'enfant, qui ont la disposition pour le faire, pour apporter la connaissance à l'enfant. Donc, c'est vraiment réglementé. Et quand bien même il y aurait des personnes qui viendraient prendre le relais, c'est-à-dire être là pour l'enfant, il faut que tu sois disponible. Parce que c'est de ta responsabilité de t'assurer que ce que les professeurs sont arrivés, ils ont véritablement fait les choses. Bien évidemment, je vais te demander de faire c'est-à-dire de prendre le temps de bien réfléchir parce que c'est un projet sérieux. C'est-à-dire que l'enfant va évoluer seul dans son coin. Il faut faire attention, ce n'est pas simplement une question de donner la connaissance de l'enfant. Il y a d'autres valeurs qui sont partagées ou qui sont acquises à l'école. Par exemple, la relation sociale, la capacité de travailler en équipe, de travailler en groupe, d'évoluer dans la société, de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de groupe. Ça, on l'acquiert rarement si on évolue seul dans ses apprentissages. D'accord. C'est quoi le plus gros challenge des enfants vis-à-vis de leurs parents? C'est alors, vis-à-vis de leurs parents, déjà d'être compris dans leurs particularités. Très souvent, les enfants sont très frustrés parce que les parents ne les écoutent pas. Les parents ne les écoutent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont de leurs propres problèmes.
Et la voix de l'enfant est toute petite, à côté de la leur. Il y a 2 ou 3 jours, je discutais avec 2 de mes élèves ils étaient en pleurs. Ils ont commencé à pleurer en cours, on est arrivé, elles pleuraient. Et quand je les ai amenés à côté, j'ai essayé de comprendre, l'une, sa maman séparée de son papa, ils se disputent tout le temps. Et la fille, au milieu de cela, elle devient médiatrice de ses parents. Ce n'est pas son rôle. Donc, elle me disait qu'elle en avait marre, qu'elle était vraiment au bout. Vous voyez, elle pleurait à chaudes larmes parce qu'elle venait de rater leur examen, parce qu'elles ne sont pas assez concentrées. Voilà, le cadre n'est pas suffisamment serein, l'environnement n'est pas suffisamment serein pour elle. L'autre, pareil, les parents sont ensemble, mais c'est énormément de disputes, énormément de... Enfin, voilà. Et elle est au milieu de tout cela. Quand les parents sont concentrés à gérer des difficultés personnelles de parents, on va dire de couple, ils oublient les problèmes de parents qu'ils ont à côté, parce que l'enfant à côté a besoin d'eux. Ouais. Et ça fait bien que tu parles de couple, parce que ça va être ma dernière question pour sortir. C'est quoi le danger dans le fait d'élever un enfant seul? Alors, qu'est-ce que tu entends par danger? J'imagine que la nature a bien fait les choses. Pour faire un enfant, il faut être à 2. Sauf qu'on rend compte qu'il y a beaucoup de couples, beaucoup de parents célibataires qui élèvent seuls leurs enfants. Tout à fait. Si tu peux faire, c'est quoi les inconvénients? C'est quoi les risques? Alors, l'idéal, comme on parlait d'idéal, c'est que les 2 parents soient là. Oui. Parce que chacun a un rôle précis à jouer auprès de l'enfant. Oui. La figure, c'est pas pour rien qu'il y a la figure paternelle. Quand on parle de figure paternelle en psychologie, on parle de la présence maternelle parce que chacun a quelque chose de précis à apporter à l'enfant. Oui. Voilà. Il y a des besoins il n'y a que le père pour combler. Il y a des besoins qui sont comblés aussi que par la présence de la maman. Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on arrive à être maman solo, on va apporter ce qu'une maman peut apporter. Et parfois, on est contraint et on le fait de manière maladroite parce qu'on n'a pas toutes les clés, on n'est pas papa. Et on essaie de l'apporter à l'enfant. Seulement, l'enfant peut manquer de la présence, vraiment, l'enfant peut manquer vraiment cet aspect de la figure paternelle parce que il y a, si je peux donner un exemple concret, une jeune fille, d'accord? Une jeune fille qui a son papa, qui va peut-être sortir avec elle, lui parler, par exemple, des dangers, d'être avec des hommes. La relation homme-femme n'est pas toujours aussi évidente, n'est pas toujours saine. Les conseils qu'un père va donner à sa jeune fille, qui est, par exemple, à la fleur de l'âge, qui est peut-être prête à commencer à être courtisée par les garçons, ce conseil-là, je dirais, n'a de résonance, en tout cas de résonance authentique que venant de la bouche du papa. Tout à fait. Oui, même si la maman peut donner le conseil, ça ne sera pas entendu de la même manière. Tout à fait. Et il y a des conseils que c'est maman qui peut donner à la fille et vice-versa. Donc, le danger, si on peut parler de danger, c'est que l'enfant ne reçoive pas, qu'il n'ait pas la possibilité de recevoir ce genre de choses, ce genre de présent que le papa seul peut apporter ou que la maman n'a pas forcément comme outil pour apporter à l'enfant. Donc, je dirais que c'est ça le danger principal. Super. Tu vas répondre en un mot. L'un de tes plus gros défauts en tant que maman. En un mot. C'est un mot. Alors, ça était la colère. Oui, la colère. Oui. Ok. Et l'une de tes plus grandes qualités en tant que maman? Je dirais l'écoute. L'écoute. Oui. L'une des plus grandes qualités que tu as en tant que coach familial et scolaire? La bienveillance. Et quelque chose sur lequel tu dois travailler? Sur quoi je peux travailler? Tu peux dire que tu es parfaite en tant que coach? En tant que coach, j'ai très peu de choses à me reprocher aujourd'hui. Comment est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on te contacte? On peut me contacter, on peut me retrouver sur ma page Facebook ou alors sur mon site internet tjsdevoir.com. tjsdevoir.com.
.com, c'est le nom de ma structure. Ok, et sur Facebook, c'est Thématio Jocelyne. Tout à fait. De toute façon, on va mettre tout ça dans le premier commentaire de cette vidéo. Et si jamais tu avais un conseil à donner à un parent, ce serait lequel? Sois attentive aux détails Et concernant tes enfants. ok. Ouais. Et un conseil aux enfants? Un conseil aux enfants. Soyez patient avec vos parents. Bref, les parents, soyez Ils n'ont pas attentifs. toujours toutes les clés, mais Yes. voilà, soyez patients. Ouais. Je ne sais pas si les enfants comprennent ce que ça veut dire être patient par rapport vis-à-vis de leurs parents. Je ne sais pas s'ils le comprennent. Les plus jeunes, les plus grands, ils comprennent. D'accord. Ouais. Ok. Et pour finir, s'il y a un message que j'aimerais qu'on retienne de cet échange, ce serait lequel? J'ai été ravie. Concernant les parents, pour les parents, j'aimerais qu'ils retiennent que tout n'est que question d'apprentissage, même le fait d'être parent, le fait d'être maman. Voilà, on apprend tous les jours. N'arrêtez jamais d'apprendre parce que c'est ça qui va vous faire grandir en tant que parent et davantage apporter des réponses aux enfants. Super. En tout cas, merci beaucoup, Jocelyne. Je t'en prie. Surtout que c'était la première fois que Jocelyne se prête à un exercice comme celui-ci. Elle s'est plutôt bien débrouillée, mais j'ai gagné parce qu'elle a sorti un joker. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jocelyne. Je t'en prie. Donc, pour toi qui nous as écoutés, on te dit merci aussi. Comme tu l'auras bien compris, on parlait de parentalité, on parlait d'échecs scolaires, mais surtout, pour les parents, ce que j'ai compris, c'est que il faut apprendre de manière constante, parce que qu'on le veuille ou pas, on apprend. Tout à fait. Qu'on le veuille ou pas. Maintenant, il faut prendre la décision de dire, ok, je veux devenir un meilleur parent, parce que c'est possible de s'améliorer dans tous les secteurs de sa vie. C'était Valère Bélias et Jocelyne Thématio, et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. CRS Jeans, GBS Music. c'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre, Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on parle de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end
écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Beko est dans la salle? Oui. Ok, super.